Well, Compte de l'inclusion des personnes en well, situation de handicap dans le cycle de planification du secteur de l'éducation. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui dans ce deuxième webinaire mondial organisé à travers la communauté de pratique planification du secteur de l'éducation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, notre COP-DIESP, dans le cadre du programme Planifié pour l'éducation inclusive, programme régional en Afrique de l'Ouest, financé par la coopération italienne à travers l'Agence italienne pour la coopération au développement, AICS, et implémenté par l'IPE UNESCO en Afrique. Pour l'ouverture officielle de ce webinaire, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Teresinha Fernandes Quinquin, chef de l'IPE UNESCO en Afrique. Merci Sylvia. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, chers partenaires, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui au nom de l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO, l'IP UNESCO, à l'occasion de ce deuxième webinaire mondial de la communauté de pratique sur la planification du secteur de l'éducation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Un plaisir de retrouver celles et ceux qui étaient parmi nous lors de la première édition et un plaisir tout particulier de souhaiter la bienvenue aux nouvelles participantes et aux nouveaux participants. Pour information ou rappel, cette communauté de pratique s'inscrit dans le cadre du programme régional planifié pour l'éducation inclusive, mis en œuvre, comme l'a bien dit Sylvia, par l'IP UNESCO en Afrique et financé par la coopération italienne à travers l'Agence italienne pour la coopération au développement, AICS. L'engagement pour l'éducation inclusive constitue une priorité stratégique pour nos deux institutions, donc l'IP UNESCO et l'AICS. Cet engagement repose sur une conviction partagée. L'inclusion n'est pas seulement une ambition, c'est, comme nous le disait le directeur de l'AICS à Dakar lors du lancement de cette communauté de pratique, un droit fondamental et un levier indispensable pour concrétiser le principe de ne laisser personne de côté. À travers ce programme régional, planifié pour l'éducation inclusive, nos deux institutions accompagnent 8 pays d'Afrique de l'Ouest dans le renforcement de leur capacité de planification avec un objectif commun, faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap un principe structurant des politiques éducatives. Lors de notre premier webinaire mondial de la communauté de pratique en février, l'IP UNESCO et l'AICS avaient posé les bases d'une dynamique collective ambitieuse, en lançant cette communauté comme un espace de dialogue, de partage et de co-construction. Aujourd'hui, la forte mobilisation autour de ce deuxième webinaire confirme la pertinence de cette initiative et l'engagement croissant en faveur d'une planification éducative véritablement inclusive. Le webinaire d'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans cette dynamique. Après avoir mis en lumière lors de notre première session le rôle essentiel des données, nous abordons désormais une question centrale: comment intégrer de manière systématique et opérationnelle l'inclusion du handicap à chaque étape du cycle de planification du secteur de l'éducation. Cette réflexion est pleinement alignée avec les cadres internationaux portés par l'UNESCO, notamment l'objectif de développement durable 4, qui appelle à garantir une éducation de qualité, inclusive et équitable pour toutes et tous. Ce sont ces cadres qui guident l'action de l'IP UNESCO aux côtés des gouvernements, en soutenant l'élaboration de plans sectoriels robustes, fondés sur des données fiables et une vision de long terme. Nous contribuons à transformer le système éducatif pour les rendre plus équitables, plus résilients et plus durables. Mais cette transformation repose avant tout sur l'intelligence collective. La communauté de pratique que nous avons lancée ensemble favorise une telle intelligence collective. Aujourd'hui, elle continue de se développer comme un espace vivant d'échange entre décideurs, praticiens, chercheurs et partenaires et vise à dépasser les frontières des pays ciblés par le programme pour s'affirmer comme un véritable réseau mondial au service de la planification inclusive. Je tiens à remercier chaleureusement les experts et panélistes qui enrichiront nos discussions d'aujourd'hui, ainsi que nos partenaires, en particulier l'Agence italienne pour la coopération au développement. Je vous remercie également chacune et chacun pour votre participation active
C'est grâce à votre engagement que cette communauté deviendra un véritable outil de transformation au service des systèmes éducatifs plus justes et plus inclusifs. Je nous souhaite des échanges riches, constructifs et résolument tournés vers l'action. Je vous remercie. Merci, Sylvie. Merci beaucoup Tessa. Chers participants, dans le cadre de ce webinaire, comme nous l'a illustré déjà Madame Teresinha, nous allons être guidés à travers tout le cycle de planification de l'éducation pour comprendre comment l'inclusion peut être intégrée à chaque étape et quel est le rôle des acteurs étatiques et non étatiques dans le processus qui vise à rendre les systèmes éducatifs plus inclusifs grâce à une planification plus solide et axée sur l'équité. Nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui comme modératrice Madame Jennifer Pai, spécialiste en éducation inclusive, forte de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'éducation. En tant que consultante pour l'IPE UNESCO en Afrique, elle accompagne la mise en œuvre du programme régional planifié pour l'éducation inclusive, en coordonnant notamment la formation fondement de la planification du secteur de l'éducation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui est offerte aux 8 pays d'Afrique de l'Ouest ciblés dans le cadre du programme, mais également en assurant un appui technique et inclus dans le cadre de notre communauté de pratique. Dans la première partie du webinaire, nous allons bénéficier d'un cadrage technique que Jennifer animera conjointement avec une référence incontestée en matière de planification éducative. Monsieur Oswald Kusuiwede, analyste des politiques éducatives et chef de coopération technique à l'IPE UNESCO en Afrique, où, depuis 2017, il contribue au programme de formation, à la coopération technique, ainsi qu'à la recherche et au développement. Il est par ailleurs auteur et co-auteur de nombreux travaux analytiques et articles de recherche sur l'analyse et la planification de l'éducation. L'intervention conjointe de Jennifer et Oswald permettra de poser les bases conceptuelles et méthodologiques autour de la thématique de la planification de l'éducation inclusive, avant de passer ensuite à un très riche panel de discussions. Bon webinaire à toutes et à tous. Jennifer, à toi la parole. Thank you very much. Merci beaucoup Sylvia. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de cette question très importante. J'attends et voici donc la présentation. Donc, restez avec nous. Elle s'intitule Prendre en compte l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le cycle de la planification du secteur de l'éducation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais très brièvement vous dire ce que nous allons aborder dans cette présentation. Tout d'abord, nous allons parler du changement dans le domaine d'expertise et l'accent étant mis sur l'équité et l'inclusion conformément au cadre normatif international. Deuxièmement, nous allons répondre aux questions. Mettre l'accent sur l'inclusion et l'équité, qu'est-ce que cela signifie comme implication pour la planification éducative et également les compétences et pour la planification de l'éducation. Et ensuite, troisièmement, nous nous pencherons sur l'implication pour le cycle de planification en mettant particulièrement l'attention sur le handicap. Concrètement, comment est-ce que l'on inclut le fait, le handicap dans cette partie. La diapositive suivante, nous allons parler donc de la transformation, l'inclusion de l'équité, moteur de la transformation du système. Diapositive suivante, il y a eu un changement dans l'approche de la planification de l'éducation, où l'on est passé de l'administration d'un système éducatif à un accent mis sur la planification en tant que une pratique transformatrice et politique. Ceci, cette citation qui dit chaque apprenant compte et a la même importance, et ceci est le fondement normatif du principe de l'équité et de l'inclusion en tant que moteur clé du système et du changement du système éducatif. Nous parlons d'équité, ce qui signifie s'assurer à ce que tout apprenant est soutenu de manière équitable, et l'inclusion signifiant qu'il faut veiller à ce que chaque apprenant soit pris en compte et se sente appartenir au système et intégrer. Il faut restructurer le système pour réaliser simultanément ces deux éléments et impactant la façon dont nous regardons la planification de l'éducation. Nous allons essayer de voir comment l'IPE a répondu à cela. Diapo suivante. Regardons très
brièvement les bases normatives qui définissent l'équité et l'inclusion comme étant une obligation centrale du système éducatif, et ceci a influencé la planification de l'éducation. Tout d'abord, la déclaration de Salamanque de l'UNESCO qui pose la politique et les fondements moraux et les normes préférées, et non pas la ségrégation. Et ensuite, la Convention sur les droits de l'enfant, avec la Convention de l'UNESCO contre la discrimination dans l'éducation, qui demande l'inclusion du genre en considérant que l'éducation est un droit sans discrimination pour tous les enfants. Et bien entendu, il y a également l'agenda des ODD, et l'attention est portée sur l'inclusion et l'équité dans le cadre de notre compréhension de ce qu'est une éducation de qualité. Puis, il y a eu la Convention des droits des personnes en situation de handicap, et avec des mécanismes de responsabilisation formelle. Et cette CRPD des Nations Unies est passé d'un langage de bonne intention à faire de l'inclusion un devoir légal. L'accent est mis sur l'exclusion produite par notre système éducatif actuel, mettant en exergue le fait que l'équité demande des changements systémiques et non pas uniquement des solutions individuelles. Donc, en d'autres termes, comprendre l'équité et l'inclusion et ce qui est passé donc du fait de séparer des individus du système général au changement de notre système pour nous assurer qu'il tienne compte de la diversité et pour reconcevoir l'environnement afin que tout le monde puisse participer. Je parle de commentaires généraux dans ce contexte parce que je trouve que cela est particulièrement important dans ce cadre, car cela permet de clarifier ce que les gouvernements et ce que l'on attend des gouvernements pour mettre en œuvre un droit à une éducation inclusive. En d'autres termes, cela implique le droit de fournir des lieux, l'accessibilité, suivre les progrès, la collecte de données désagrégées sur les progrès, la formation des enseignants, du personnel, etc. Diapositive suivante. Passons maintenant aux aspects clés de l'opérationnalisation de ces engagements internationaux. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, nous parlons d'un décalage de l'équité et de l'éducation au sein des systèmes éducatifs, d'une autre approche, en d'autres termes, un changement. Et l'équité et l'inclusion dans le cadre international est devenu un principe d'organisation qui sous-tend le changement et de la façon dont le succès est défini dans l'éducation, comment est-ce que le système est planifié, gouverné et fourni. Donc, plutôt que mettre l'accent sur l'expansion, l'attention est de plus en plus portée à la façon dont l'apprentissage est offert, avec un accent plus fort mis sur les groupes marginalisés. Deuxièmement, une mise en œuvre incrémentale ou progressive des aspirations de transformation. Alors que les normes internationales sont normativement radicales, redéfinissant ce qu'est un système inclusif, ce à quoi devrait ressembler un système inclusif, en d'autres termes, les principes de transformation. En réalité, la transformation vers une plus grande équité et une inclusion est un processus progressif. Troisièmement, la planification de l'éducation au cœur de ce cheminement vers l'équité et l'inclusion. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est là où la planification joue un rôle crucial. Il traduit les aspirations de transformation en approche opérationnelle et en étapes par séquence, dont la planification de l'éducation permet de s'assurer que l'équité et l'inclusion, notamment pour les personnes en situation de handicap, se réalisent progressivement grâce à l'élimination systématique des barrières et grâce à l'intégration de principes clés et d'obligations légales, comme par exemple l'accessibilité et un logement ou des lieux raisonnables. Pour résumer, la planification de l'éducation n'est pas statique, c'est quelque chose qui évolue en réponse à l'environnement normatif international. Donc, dans le passé, avant l'an 2000, la planification était considérée comme une répartition rationnelle des ressources pour atteindre un objectif éducatif prédéfini.
De nos jours, la planification de l'éducation est de plus en plus définie comme un processus continu, adaptatif, fondé sur des données factuelles et probantes et participatif et visant à transformer les systèmes éducatifs afin d'assurer une plus grande équité, une meilleure inclusion et de meilleurs résultats d'apprentissage, ceci étant l'objectif principal. Diapositive suivante, nous passons à la partie 2 de cette présentation, les implications pour la planification de l'éducation. Diapo suivante, la question est la suivante. Comment les approches en matière de planification de l'éducation ont-elles évolué et continuent-elles d'évoluer dans ce contexte normatif? Diapo suivante, eh bien, regardons de plus près ce que nous entendons lorsque nous disons que la planification de l'éducation aujourd'hui est un processus dynamique, participatif visant à transformer les systèmes éducatifs. Eh bien, nous passons d'un processus de planification technique et linéaire vers un système de planification adaptatif et itératif. Nous voyons également que l'on passe d'une planification descendante à une approche plus participative, incluant des groupes plus diversifiés de parties prenantes au sein du gouvernement et même au-delà dans ce processus de planification. Donc, la planification est passée d'une priorité mettant l'accent sur l'égalité dans notre système à un système d'une transformation du système pour assurer l'équité, l'inclusion et la participation sans barrière. Alors que les processus de planification s'intéressent toujours à l'affectation équitable des ressources, nous remarquons néanmoins un changement, une transformation vers les considérations d'équité et d'inclusion qui sont au cœur du processus de planification. Et ceci a engendré une attention plus proche sur l'approche intersectorielle avec, par exemple, des secteurs sociaux. Diapo suivante. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour les compétences en matière de planification nationale? Eh bien, pour être plus concret, le cadre de compétences de l'IPE pour la planification et la gestion de l'éducation reflète un changement vers des approches basées sur la compétence et souligne le rôle central de capacité de planification renforcée pour permettre ce changement dans le système éducatif. Ceci définit des compétences, des attitudes nécessaires pour une planification efficace de l'éducation dans le but de renforcer les performances du système et de réaliser une éducation et des résultats en matière d'éducation de qualité et équitable. Et il y a des outils qui guident le travail de l'IPE et ça permet de s'assurer que les processus de planification sont cohérents, basés sur des données probantes, et alignés et ajustés sur les priorités nationales et qui permettent de réduire une mise en œuvre fragmentée ou incohérente, notamment pour faire avancer l'équité et l'inclusion. Et il y a donc les interrelations de toutes les compétences, mettant l'accent sur les dimensions techniques, relationnelles et stratégiques. Donc, aider les États membres à développer ces compétences est essentiel dans l'approche de l'IPE et sous-tend sa contribution à l'ODD 4 et à l'UNCRPD. Donc, dans le cadre de cette approche, l'équité et l'inclusion ne sont pas traités comme des sujets à part, mais sont plutôt intégrés dans l'ensemble de l'architecture de la planification. Diapositive suivante. Ensemble, ces trois domaines soutiennent la mise en œuvre de l'ODD 4. Les compétences techniques permettent de s'assurer que les décisions sont basées sur des données et des éléments probants fiables qui permettent d'identifier les insuffisances en matière d'accès, de ressources, d'apprentissage. Et les compétences relationnelles permettent la planification en permettant une collaboration avec différentes parties prenantes et en s'assurant que la voix de la communauté des enseignants, des apprenants permettent d'informer les prises de décision. Et enfin, les compétences stratégiques permettent de donner une vision, la vision qui est nécessaire pour aligner et ajuster les politiques et les systèmes pour aller vers une transformation à long terme en mettant l'équité et l'inclusion au centre de cette transformation. Diapositive suivante. Je vais maintenant donner la parole à Oswald pour la troisième partie de cette présentation. Oswald, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, je vais parler en français pour un équilibre des langues. La troisième partie porte sur la présentation du cycle de planification du secteur de l'éducation, mais avec en tête l'inclusion des personnes en situation de handicap, justement à travers un prisme d'équité. Et cela est extrêmement important.
On va aller à la diapositive suivante où on va présenter les différentes étapes du cycle de planification. Je vais revenir sur ceci après. On peut aller sur la diapo 7, la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Où je vais présenter les différentes étapes du cycle de planification pour qu'on puisse comprendre après comment l'IPE se positionne à travers la question du handicap, la question de l'équité. Donc, sur cette diapo, on voit bien qu'il y a plusieurs étapes, 7 au total. La première porte sur l'analyse du secteur de l'éducation, traditionnellement l'IPE reconnu pour ce qu'on appelle des RSN, rapport d'état des systèmes éducatifs. Et les RSN le diagnostic sectoriel constitue la première étape dans le cycle de planification du système éducatif. C'est vraiment à ce moment-là qu'on regarde les données disponibles, comment elles sont utilisées pour comprendre la performance du système, identifier les populations qui sont laissées pour compte. Et c'est une phase qui va nous permettre de rendre visibles les inégalités en mettant en évidence les disparités en matière d'accès, les disparités en matière de résultats, d'apprentissage entre différents groupes grâce à une approche intersectionnelle. Et bien sûr, pour approfondir la question de l'analyse diagnostique des systèmes éducatifs, il peut, en collaboration avec différents acteurs, développer un guide méthodologique qui porte sur 3 volumes pour le moment. Et dans ce volume 3, vous avez le chapitre 11 qui fournit des orientations très détaillées pour garantir une prise en compte adéquate du handicap. Après cette première étape, vous avez une seconde étape qui porte sur la sélection des priorités des stratégies. Dans le plan sectoriel de l'éducation, les résultats de l'analyse sont traduits en priorité et en stratégie. Et c'est véritablement à ce stade-là que les considérations d'équité orientent les décisions relatives à l'allocation des ressources. On s'intéresse aussi au ciblage et à la conception des réformes dans le but unique de réduire les disparités en matière d'accès, les disparités en matière de participation, mais également les disparités en matière d'apprentissage. Cependant, on ne cherche pas uniquement à traiter la question de l'équité pour transformer le système éducatif. Il faut aller vers des systèmes beaucoup plus inclusifs et cela nécessite d'agir de manière intentionnelle face aux obstacles qui sont présents dans les structures, face aux pratiques et aux mécanismes qui sont mis en œuvre. Ici, et Jennifer l'a dit tout à l'heure, l'inclusion n'est pas considérée comme un ajout distinct, mais l'inclusion est traitée et intégrée dès le départ dans la définition des priorités. Cela est un aspect extrêmement important. Ainsi, la phase de planification, elle doit aller au-delà de l'identification des écarts pour concevoir de façon active des réponses vraiment multi-acteurs d'exclusion. On doit ici et surtout s'intéresser aux priorités qui sont guidées à la fois par des données probantes et par la nécessité, bien sûr, de réduire ces inégalités-là. Donc, à cette deuxième étape, on est vraiment dans une logique d'orientation stratégique. On fait des choix comme quelles sont les priorités majeures à ces défis, quelques apprentissages, quelle stratégie globale adopter, ciblage géographique, par exemple, ou réforme curriculaire. Donc, c'est véritablement une étape de décision politique et stratégique qui est guidée par les données et par les objectifs d'équité et d'inclusion. Donc, on peut encore considérer qu'on est jusque-là un peu abstrait. Au niveau de la troisième étape, on a la conception des programmes. Et le but, c'est de définir comment les priorités seront mises en œuvre à travers des ensembles cohérents d'interventions. Cela inclut la conception des mesures politiques, mais pas que. On s'intéresse aussi aux questions de programmes de soutien. On s'intéresse aussi aux questions de programmes de soutien et on va aller au-delà pour regarder comment les interventions sont pratiques, comment elles sont chiffrées et adaptées aux besoins des différents apprenants, en particulier ceux qui sont confrontés à des désavantages multiples. L'objectif, c'est de traduire les orientations stratégiques en programmes d'action structurés, réalisables et conformes à une approche qu'on considère comme une approche SMART. Ici, à cette troisième étape, on traduit vraiment les priorités en programmes concrets, en interventions spécifiques et en actions planifiées. C'est une étape de traduction technique où on s'intéresse au passage d'une étape de l'étape 3 en répondant à des questions comme comment mettre en œuvre la stratégie, avec quel instrument ou quel groupe cible précisément.
Donc, on est beaucoup plus concret, on est structuré et surtout, on reste mesurable. La quatrième étape sera celle du chiffrage de la politique éducative. Combien ça va nous coûter finalement de pouvoir mettre en œuvre cette politique qu'on ambitionne? Et donc, le chiffrage et le financement dans la planification du secteur de l'éducation va viser à garantir que les priorités éducatives qu'on établit sont financées de manière réaliste et alignées sur des objectifs d'équité et d'inclusion. On peut vouloir de grandes choses pour le système éducatif, mais il faut aussi et surtout qu'on reste réaliste en tenant compte qu'on a beaucoup de politiques à financer et que peut-être tout ne sera pas financé, tout n'aura pas nécessairement une source de financement. Et donc, les ressources sont allouées en fonction des besoins pour soutenir des groupes défavorisés, des groupes marginalisés, tandis que les déficits de financement sont identifiés et parfois comblés. Après, la question de déficit de financement, la question de la définition de déficit de financement peut varier d'un pays à l'autre, mais dans tous les cas, on cherche à rester dans une situation où le financement est équitable, efficace et transparent, permettant de réduire les inégalités et d'améliorer les résultats en matière d'éducation inclusive. La cinquième étape, c'est celle véritablement de la planification opérationnelle, où on traduit l'analyse des inégalités en interventions concrètes et ciblées visant à réduire des disparités, que ce soit en matière d'accès, de participation des résultats d'apprentissage. Ici, on définit des objectifs très clairs, désagrégés par groupes défavorisés. On conçoit des stratégies inclusives, telles que l'éducation sensible au genre. Ça peut être aussi de la pédagogie inclusive. On adapte les environnements pour qu'ils soient accessibles. On alloue des ressources en fonction des besoins, dans le seul but de promouvoir l'équité, plutôt qu'une distribution uniforme. On connaît, par exemple, les thématiques de biais positifs ou de discrimination positive. Et on assure une mise en œuvre cohérente et participative, bien sûr en incluant les personnes en situation de handicap. Donc, on va vers une planification pluriannuelle. Beaucoup des collègues ici, certainement, savent que je veux parler ici des plans opérationnels qui détaillent les activités sur une période donnée, généralement 3 ans, mais avec une mise à jour annuelle. Il peut faire partie intégrante du plan sectoriel ou constituer un document distinct. Le plan opérationnel peut être livré avec le plan sectoriel ou dans certains cas, on reste sur des aspects beaucoup plus stratégiques, quitte à ce que les pays, après, ils apprécient s'ils ont vraiment besoin de ce plan opérationnel là ou pas. Donc, dans toutes les activités du plan opérationnel, lorsqu'il y en a, on doit être attentif à ce que SA traité en prenant en compte le handicap. Et ceci est extrêmement important. Ça peut être, par exemple, la suppression des obstacles physiques et environnementaux. Ça peut être l'amélioration de l'environnement d'apprentissage en allant au-delà du simple ciblage des apprenants. Ça peut être de mettre à disposition des infrastructures scolaires accessibles. Ça peut être de réfléchir à des normes de conception universelles dans l'enseignement et la construction. Et je peux continuer à multiplier les exemples. Il y a enfin cette sixième étape qui s'intéresse aux dispositifs de mise en œuvre et aux capacités dans les pays, où on définit des responsabilités pour la mise en œuvre du plan et des programmes en s'appuyant autant que possible sur la structure existante du ministère et de ses départements. C'est une étape qui peut inclure à la fois la création de nouvelles structures, telles qu'un comité de pilotage conjoint. Ces questions liées à l'inclusion du handicap doivent y être pleinement intégrées. Et il y a enfin la dernière étape où on parle de suivi et évaluation. Parce qu'une chose est de concevoir de bons programmes, une chose est d'avoir un plan opérationnel correct et cohérent, l'autre, c'est de pouvoir suivre et évaluer si on atteint nos résultats. Et donc, le cadre de résultats, le cadre de suivi et évaluation sera aligné sur la structure des objectifs, des programmes et des activités du plan sectoriel. Le but ici, c'est d'utiliser des indicateurs pour mesurer des progrès, voir les résultats qui sont atteints à différents niveaux. Encore une fois, ceci doit se passer dans une perspective d'éducation inclusive où les indicateurs doivent être adaptés et sensibles à la question du handicap. Donc, finalement, vous comprenez que le processus de planification est itératif. Jennifer l'a dit tout à l'heure dans sa présentation, ce qui signifie que les résultats de la mise en œuvre alimentent les cycles de planification futurs. Certaines étapes comme le chiffrage,
le financement influence également d'autres étapes du processus. Donc, il n'est pas purement linéaire. Il y a beaucoup d'allées et venues entre les différentes étapes avant qu'on arrive à un document qui est un peu plus abouti. Là, ça me permet de retourner, avec votre permission, à la diapo numéro 14 pour comprendre un peu l'approche de l'IPE en matière de planification. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Diapo précédente. Merci. On dit ici que l'approche de l'IPE en matière de planification souligne que l'inclusion des personnes en situation de handicap doit être intégrée tout au long du cycle de planification, dans le but de garantir que les considérations d'équité guident le diagnostic. Aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, on vient de passer en revue ces différentes étapes et vous comprenez pourquoi cela est extrêmement important. Il ne s'agit pas de voir l'équité comme un ajout, il faut le voir comme une composante essentielle, en particulier les questions d'inclusion, comme une composante essentielle du cycle de planification sectorielle. Donc, le but, c'est de garantir que les considérations d'équité vont guider le diagnostic, première étape, la conception des politiques, deuxième étape, la mise en œuvre et l'évaluation, plutôt que d'être traité comme une intervention distincte. Et ça, vous pouvez le voir très clairement dans le guide de l'IPE en matière de planification. Alors, comment l'IPE, on peut retourner sur le diapo 15, comment l'IPE concrètement travaille avec les pays? Beaucoup. On fait beaucoup d'appui en matière d'analyse et de planification dans différents pays. Sur cette diapo-là, vous voyez juste quelques exemples. En Côte d'Ivoire, on a publié une note sur le secteur de l'éducation et un plan opérationnel pour accompagner la mise en œuvre des activités. En 2025, on a travaillé sur un cycle complet de planification sectorielle en Tanzanie, où on a mis à disposition une note d'analyse sectorielle, on a mis à disposition également ce qu'on appelle le modèle de simulation, qui vise véritablement à faire le chiffrage de la politique éducative sur une certaine période. En 2005, au Sénégal, on a procédé également à l'analyse du secteur de l'éducation, avec mise à disposition également d'un chiffrage du coût de la politique éducative. Et actuellement, on discute avec beaucoup de pays. Et très rapidement, on va commencer par le Bénin en 2026. On va commencer par le Bénin, où on va les appuyer dans l'évaluation de leur plan sectoriel et la révision de la suite de sa mise en œuvre. Au Togo, on est sur un cycle un peu plus élargi, où on va faire l'évaluation du plan sectoriel, on va proposer un diagnostic sectoriel, on va actualiser le modèle de simulation et actualiser le plan sectoriel. En Somalie, et là, il est déjà quasiment finalisé. On a travaillé sur la révision du plan sectoriel et on est en discussion avec la Côte d'Ivoire pour commencer incessamment les travaux sur le cycle de planification, tout comme on va appuyer cette année la Sierra Leone par la mise à disposition d'un chapitre sur le cycle, sur l'inclusion et l'équité dans le système éducatif. On va aller à la diapo suivante où on va s'intéresser à présent à ce qui permet à un système éducatif de lever les goulots d'étranglement dans les cycles de planification, en particulier l'éducation inclusive sensible au genre. Il y a plusieurs niveaux de lacunes qu'il faut considérer. Et ils sont structurés, en tout cas, autour de 3 dimensions qu'on considère comme complémentaires et interdépendantes. Le premier niveau porte sur les lacunes du système, où on veut identifier des points du cycle de planification où les apprenants en situation de handicap demeurent encore insuffisamment pris en compte, que ce soit dans la production et l'utilisation des données, que ce soit dans la planification des politiques, dans l'allocation budgétaire ou encore plus simplement dans les mécanismes de suivi. L'enjeu, c'est véritablement d'apprécier dans quelle mesure ces différentes étapes intégreront finalement une perspective d'inclusion en gardant à l'esprit que les insuffisances observées sont généralement structurelles et traversent l'ensemble du cycle plutôt que isolées et présentes uniquement à une étape. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est ça le premier niveau de lacune qu'on peut identifier. Il y a un deuxième niveau de lacune qui porte sur les capacités. Parce qu'une chose est d'avoir les données, l'autre chose est de pouvoir les utiliser.
Donc, ici, on va s'interroger sur la disponibilité réelle des compétences, des outils, des pratiques nécessaires pour opérationnaliser l'inclusion dans la planification sectorielle. Cela va renvoyer notamment à la capacité des acteurs à produire et exploiter des données désagrégées, à maîtriser les systèmes d'information et de gestion de l'éducation et à intégrer de manière effective les exigences d'inclusion dans les instruments de planification. Ce n'est pas toujours gagné. Et c'est important de le reconnaître si on veut faire ce qu'il faut pour prendre en compte comme il faut justement les enfants en situation de handicap dans les systèmes éducatifs. Le dernier niveau, on va aller à la diapo suivante s'il vous plaît, concerne les lacunes de gouvernance, où on va s'intéresser à la mesure dans laquelle la responsabilité de l'inclusion est clairement établie. Il faut voir si les rôles sont effectivement répartis entre les différentes fonctions du ministère. Il faut voir si les mécanismes de coordination sont formalisés et institutionnalisés plutôt que dépendants de dynamiques ponctuelles. Et vous serez d'accord avec moi que, en l'absence d'un cadre de responsabilité explicite, l'inclusion tend à se fragmenter et à perdre en effectivité opérationnelle. Donc, en conclusion, vous verrez que ces trois dimensions sont fortement interconnectées et doivent être abordées de manière simultanée tout au long du cycle de planification. L'inclusion des personnes en situation de handicap ne doit pas être considérée comme un segment du système. Cette inclusion doit reposer sur un alignement cohérent entre des processus, des capacités et des dispositifs de gouvernance. Je vais peut-être en arrêter là pour le moment. Merci. Thank you very much, Oswald. Merci beaucoup, Oswald. Si vous pouviez passer à la dernière diapositive, nous allons maintenant avancer et entamer les activités avec un Mentimeter après cette présentation. Et je vais inviter tous les participants à ce webinaire à participer. Vous avez entendu les idées de tout le monde et nous pouvons ainsi rendre la discussion plus interactive. Cette activité sera facilitée par Esther Camara. Esther est une consultante du bureau Afrique de l'IPE. Elle est la manager de la communauté de pratique et pour la communauté de pratique sur une éducation et une planification du secteur de l'éducation pour l'inclusion du handicap. Elle s'occupe également de l'apprentissage par les pairs dans le cadre de cette communauté. La parole est à vous, Esther. Merci beaucoup, Jennifer. Comme Jennifer vient de le dire, je voudrais inviter tout un chacun à participer à ce Mentimeter pour que nous puissions avoir une approche participative. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la question est la suivante. Quelle est la partie de l'éducation, à quelle étape du cycle de planification du secteur de l'éducation dans votre pays serait-il plus difficile d'assurer l'intégration de la dimension du handicap? Et donc, nous demandons quelle est la partie qui est la plus difficile, disons, d'après vous. Est-ce que vous avez le code QR à l'écran et nous pouvons ensuite passer aux réponses à cette question. Bien, nous pouvons voir que certaines personnes répondent déjà. Nous avons 9 personnes qui ont répondu, maintenant 10. Merci beaucoup. Je vois que jusque-là, 100% d'entre vous ont choisi les coûts et financements. D'accord, 18 ont répondu. Les pourcentages maintenant évoluent. Nous voyons que le coût est toujours en tête, suivi par la conception du programme, comme les priorités et les stratégies sur le plan de la politique. Donc, le lien est dans le chat. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien afin de participer. Nous voyons que le chiffrage et le financement est en fait en tête, suivi par la conception des programmes, l'aspect de priorité politique ainsi que le suivi et l'évaluation
Donc, ce sont des éléments qui figurent dans le sondage. 13% de répondants ont également évoqué l'analyse sectorielle, qui est vraiment une étape très importante pour garantir une planification qui tient compte des handicaps. Nous avons 58 personnes qui essayent de répondre. On va encore vous donner quelques minutes afin de garantir que toutes les réponses sont intégrées dans le multimètre. Je vois également que les politiques, les priorités et la politique gagnent en pourcentage. C'est en fait la deuxième étape après l'analyse sectorielle. Bon, nous pouvons conclure 26% chiffrage, coût, financement qui est un défi de taille pour les pays à faible et à revenu modéré. Ensuite, l'analyse sectorielle qui est la première étape. Et comme Oswald a dit, l'IPE donne beaucoup de soutien dans ce domaine cette année et l'année suivante. Je vais donner la parole à Jennifer qui va en fait continuer avec la table ronde. Merci beaucoup Esther. Le financement est vraiment un défi de taille qui n'est pas du tout surprenant. L'analyse sectorielle, c'est quelque chose alors, je vous renvoie au guide méthodologique, volume numéro 3, chapitre 11, où vous pouvez trouver la méthodologie qui a été évoquée par Ostwald. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie du webinaire qui va prendre la forme d'une discussion interactive. Avant de le faire, sachez que vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous aurons en fait une question-réponse de 20 minutes. Nous allons essayer de répondre à beaucoup de questions. Ceux qui n'ont pas de réponse tout de suite trouveront la réponse sur le site web de la communauté pratique. Nous avons déjà reçu des questions, notamment de Tiana Rekontondra Simba de Madagascar et aussi de Robin Chetaike de Malawi. Et si je me souviens bien, il est également un participant très actif dans notre programme de planification sectorielle. Donc, merci d'avoir envoyé vos questions. Nous aurons l'opportunité d'écouter les euh, trois participants pour rendre les systèmes plus inclusifs. Donc, je vais parler avec le représentant du ministère de l'Éducation du Sénégal, M. Daouda Tao, et aussi un représentant de la société civile en Sierra Leone, M. Abdoulaye Kobouya, et aussi M. Oswald Koussi Ouédé de notre bureau de l'IPE en Afrique. Vous le connaissez, il fait partie du groupe. Donc, je suis ravi de lancer de la deuxième table ronde, M. Daouda Tao, qui est un spécialiste avec 30 ans d'expérience dans le secteur éducatif. Il est spécialiste d'éducation, il a beaucoup d'expertise dans la planification et le suivi et l'évaluation. Il a également contribué au programme sectoriel majeur, y compris le programme pour l'amélioration de la qualité, de la transparence et d'équité. Et il a également fait partie des projets clés tels que le projet pour soutenir le développement de l'éducation secondaire. À l'heure actuelle, il est conseiller technique au groupe national des partenaires de formation technique et il est aussi responsable de suivi et d'évaluation pour soutenir le système éducatif du Sénégal. Notre troisième panéliste est de Sierra Leone, M. Abdullah Nubouya. Le docteur Doumbouya est un leader qui a 15 ans d'expérience et il a promu les droits de personnes handicapées. Il a fondé un trust et il a vraiment
élargi les opportunités d'éducation et d'emploi et il a favorisé les politiques inclusives. Il a conseillé les organisations comme le Clinton Health Access Initiative, la Banque mondiale et les différents ministères sur l'inclusion et sur les politiques nationales. Il est en fait le responsable technique pour l'amélioration de l'éducation secondaire financée par le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Maintenant, on va passer à notre première question sur le rôle de ces trois organisations, l'IPE, AOI et l'ONG Sightsavers. Les premières questions, écoutez, vont se focaliser sur cela. Et la première question est destinée à Oswald. L'IP UNESCO en Afrique est en train de garantir un soutien technique aux pays de l'Afrique de l'Ouest afin d'intégrer l'inclusion de l'handicap dans la planification sectorielle. Expliquez-nous comment vous le faites. Oswald, vous avez la parole. Yes, in IP, Pour l'éducation inclusive we dans are 8 pays d'Afrique de l'Ouest. On a la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, la Guinée, le Cap-Vert, la Gambie et la Mauritanie. C'est un programme qui s'articule autour de 4 composantes étroitement connectées qui contribuent toutes à la planification de l'éducation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. La première composante est axée véritablement sur le renforcement des capacités. Et le programme offre, à travers cette première composante, au gouvernement et aux représentants d'organisations de personnes en situation de handicap, même qu'à la société civile, une formation qui les outille en compétences techniques qui sont finalement nécessaires pour concevoir et promouvoir une éducation inclusive au sein de leur propre système et institutions. On a également une deuxième composante qui est axée sur une communauté de pratique sur la planification du secteur de l'éducation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, avec COPDIESP, dans le cadre de laquelle est organisé ce webinaire. Et justement, l'objectif de cette communauté de pratique, c'est de créer un espace où on peut apprendre ensemble à travers le partage d'expériences, l'échange de ressources sur la planification d'éducation inclusive pour les personnes en situation de handicap. On a une troisième composante qui porte sur la production de données probantes. L'IPE vise à apporter un soutien technique à 3 pays, en particulier à la Guinée-Bissau, au Sénégal et à la Sierra Leone, pour améliorer la collecte et l'utilisation des données nationales sur les enfants et les jeunes en situation de handicap. La disponibilité de données ventilées par handicap dans le cadre du diagnostic du système éducatif est le fondement d'un plan sectoriel, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, pour réussir une éducation inclusive, comme on l'a déjà souligné également lors du premier webinaire mondial de cette communauté de pratique, qui était véritablement axé sur le développement des SIG inclusifs et qui s'est tenu en février dernier. On a enfin une quatrième composante qui porte sur un appui technique direct à l'analyse et à la planification, et dans le cadre de laquelle l'IPE UNESCO en Afrique travaille en étroite collaboration avec les 3 pays que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone, pour traduire les engagements et les politiques en actions concrètes. Nous appuierons l'élaboration de la liste nationale, de plans sectoriels et de stratégies dans ces différents pays-là. Merci. Thank you very much, Oswald. It's really interesting. Merci beaucoup. C'est très intéressant de voir cette approche intégrée où nous allons mettre des éléments en pratique de façon durable et concrète. Merci beaucoup. Passons maintenant au Sénégal. Le pays a été mentionné comme un des pays qui est ciblé dans le cadre de ce programme régional et il est en train de finaliser son plan sectoriel dans le domaine de l'éducation. Nous avons M. Chao avec nous. Comment est-ce que le ministère de l'Éducation s'assure que le handicap est intégré dans ce nouveau plan? Merci. Bonjour à tous. La question de l'inclusion est une préoccupation pour les autorités
depuis longtemps parce que c'est prévu dans tous les textes réglementaires. Alors, c'est la raison pour laquelle, lors de la planification du nouveau programme sectoriel, la question a été prise en charge dans ce que l'on appelle les politiques transversales. Donc, dans les stratégies ministérielles, il y a chaque programme a sa stratégie, mais il y a ce qu'on appelle des politiques transversales qui sont communes à tout le monde. Donc, la question est tellement importante que c'est une politique transversale. Tous les programmes doivent prendre donc cette question en charge. Nous avons d'abord, à ce niveau, défini ce que nous entendons par politique d'éducation inclusive au Sénégal, qui est de garantir une éducation équitable et inclusive à tous les enfants, et bien à tous les jeunes, dans le domaine de l'accès, mais également dans le domaine de la qualité. Et des stratégies ont été dégagées et des stratégies devaient être contextualisées par l'ensemble des programmes, notamment les programmes pédagogiques, qu'il s'agisse du programme éducation préscolaire, le programme enseignement élémentaire, le programme enseignement moyen général, enseignement secondaire, EBJA, les programmes qui sont au niveau de l'enseignement supérieur, mais également au niveau de la formation professionnelle et technique. Et donc, chacun de ces programmes doit, disons, prendre en charge, contextualiser dans son plan pluriannuel la question donc de l'inclusion et même au niveau du plan, disons, annuel pour une opérationnalisation. Les stratégies sont les suivantes: opérationnaliser les principes d'équité et d'inclusion inscrits dans les politiques publiques. Donc, je l'ai dit, ce sont des politiques publiques. Donc, le gouvernement a pris ça en charge, que ça soit au niveau du plan, le nouveau plan stratégique pour l'horizon 2050. Renforcer donc les programmes de soutien à l'éducation des personnes en situation de handicap. Ensuite, développer des infrastructures scolaires et universitaires inclusives et adaptées aux besoins des apprenants vulnérables. Là, ce sont surtout les programmes pilotage qui ont en charge, disons, des infrastructures, que ça soit au niveau élémentaire, que ça soit au niveau moyen, extra. De toute façon, les infrastructures d'éducation, que ça soit pour les apprenants, que ça soit au niveau des inspections, etc. Adapter l'offre d'éducation donc en fonction des besoins identifiés et de la demande et des situations donc de vulnérabilité. Ensuite, promouvoir des actions de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes et encourager donc la scolarisation des groupes défavorisés, notamment les personnes en situation de handicap. Élaborer et mettre en œuvre la cartographie des vulnérabilités à tous les niveaux. Donc là, c'est surtout donc le SIGE qui doit être amélioré, et parce qu'il faut le dire, Oswald l'a dit tout de suite, dans le cycle de planification, nous avons identifié les 3 grandes étapes, que ce soit le diagnostic, la planification et le suivi et l'évaluation. Alors, dans le diagnostic, donc, il a parlé du RESEN. Nous avons, à côté du RESEN, l'évaluation de la phase 1, donc du paquet, donc 2018-2022, qui nous a permis de voir donc un certain nombre de défis, des problèmes. Et donc, parmi ces problèmes, il y a vraiment l'amélioration du SIGE qui ne permettait pas de capter, disons, la situation du handicap. Donc, parce que le plus souvent, c'était tout simplement quantitatif. Combien d'enfants en situation de handicap? Il n'y avait pas de typologie et il n'y avait pas de désagrégation. Donc, là, le SIGE sera amélioré, on va y revenir. Intégrer donc des mécanismes de financement ciblés pour soutenir l'accès à l'éducation et à la formation des groupes marginalisés. Ensuite, réorienter les ressources financières, surtout sur la base des résultats de la cartographie des vulnérabilités et la réduction des disparités. Parce que là, il y a quelqu'un qui l'a dit, quelle que soit la volonté, les efforts qui sont mis par l'IPE, quels que soient donc les efforts qui sont mis par les techniciens que nous sommes, s'il n'y a pas la volonté politique, s'il n'y a pas la volonté politique, on ne peut pas y aller. Je crois que c'est mon compatriote qui l'a dit. Accompagner donc les groupes vulnérables au plan pédagogique, surtout au plan médical, au plan donc psychologique. Donc voilà en quelle sorte comment la question, disons, de l'inclusion est prise en charge au niveau, disons, du nouveau plan. Donc je dis que ça c'est stratégique et chaque programme doit contextualiser au niveau de son plan pluriannuel, c'est 5 ans, mais également au niveau du PTA, donc le plan de travail annuel. Merci. Thank you very much.
Merci beaucoup de ce résumé extrêmement détaillé des politiques et des stratégies dans ce domaine. Nous allons maintenant passer à la prochaine question. C'est une question pour M. Doumbouya. En tant que représentant de la société civile et à la lumière de votre expérience, quel est le rôle des ONG dans la planification sectorielle? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Jennifer. À la lumière de mon expérience, c'est-à-dire en tant que ONG ou des ONG internationales, tels que Sightsavers et d'autres partenaires, je dois dire que nous jouons un rôle participatif et catalyseur essentiel dans la planification du secteur d'éducation. Je essaie de faire passer le changement. Premièrement, les ONG font office de passerelle entre les politiques et la pratique à cause de leur savoir. Elles font valoir les réalités du terrain, en particulier celles des communautés défavorisées et marginalisées au sein des instances nationales de planification. Cela garantit que les plans sectoriels de l'éducation ne sont pas des simples documents sur papier, mais qu'ils appuient sur des expériences vécues. Deuxièmement, les ONG apportent une expertise technique. Les organisations comme Sightsavers en particulier le font dans les domaines prioritaires émergents tels que l'éducation inclusive. Sightsavers dispose d'une équipe solide mondiale d'experts et de personnel local ayant une expérience de terrain pour aider les ministères tels que le MBSSI à mettre en œuvre des approches fondées sur les données probantes, les bonnes pratiques mondiales et des modèles concrets pouvant être adaptés aux systèmes nationaux. Troisièmement, euh, les Sightsavers renforcent la participation et la représentation. Elles créent un espace permettant aux organisations de personnes en situation de handicap. Il y a aux ambassadeurs thématiques comme les ambassadeurs de la jeunesse, aux parents et aux communautés de contribuer activement au processus de planification et en montrant que l'inclusion n'est pas théorique, mais elle est en fait co-créée. Quatrièmement, les ONG soutiennent la production et l'utilisation des données à travers des projets pilotes, des évaluations et la mise en œuvre des programmes. Elles génèrent des données crédibles qui alimentent l'analyse sectorielle, comme on vient de parler, et elles alimentent des priorités de planification. Enfin, les ONG jouent un rôle de renforcement des systèmes, ce qui est évident dans plusieurs systèmes dans tous les programmes que nous faisons, non pas en créant des systèmes parallèles, mais en soutenant l'appropriation par le gouvernement, en renforçant les capacités institutionnelles, en alignant les interventions sur les priorités nationales. Sightsavers, en collaboration avec Cambridge Education, Mott MacDonald, par biais du programme SSEPII, où le Loivan programme a aidé le MBSSI à traduire les données factuelles en actions concrètes pour la planification. Les données probantes montrent que les ONG jouent un rôle participatif en agissant comme la passerelle entre la politique et la pratique. Elles génèrent les données pour la planification et soutiennent les systèmes gouvernementaux. C'est comme ça que nous allons au-delà de la mise en œuvre. Nous sommes les partenaires, les véritables partenaires d'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Doumbouya. Vraiment, en fait, une réponse extrêmement détaillée. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Et nous allons maintenant poser une question à Monsieur Chao. Nous savons que les données jouent un rôle essentiel dans la planification du secteur de l'éducation. Monsieur Chao, au Sénégal, on mène actuellement un projet pilote visant à mettre en place un identifiant unique dans les systèmes de données nationales. Alors, quelle est la vision du gouvernement sur l'utilisation de cet identifiant unique comme un outil de planification pour promouvoir les politiques inclusives? Vous avez la parole, Monsieur Chao. Merci. La vision du gouvernement du Sénégal
dans l'identifiant unique, c'est de faire de l'identifiant un pilier central de la modernisation. Mr. Chow, we have some issues hearing you. Monsieur Chow, nous ne pouvons pas vous entendre. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Monsieur Chow, I think we lost him. He lost nous l'avons connection. perdu. Oui. Il a perdu la connexion. Monsieur Chow, nous vous avons perdu. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Je crois que la connexion est rétablie. Je vous entends très bien. On vous Alors. Yeah, please go ahead. Allez-y, on vous Donc, entend là. Je disais que la vision du gouvernement est de faire de l'identifiant unique. La vision du gouvernement est de faire de l'identifiant unique un pilier central dans la modernisation de l'action publique. Yeah, go ahead. Allez-y, monsieur. I'm afraid we lost you. Nous vous avons perdu, monsieur Chow. Donc, nous allons passer à la question suivante et on va revenir vers vous parce que nous ne pouvons pas vous écouter. Donc, monsieur Chow. Monsieur Chow, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Chow, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Chow, est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Hello? Oui, je vous entends. Nous avons des problèmes de connexion. Vous m'entendez? Allô, bonjour. On va faire une troisième tentative. Est-ce que vous pouvez commencer dès le début? Attendez, je vais arrêter la caméra. Je vais arrêter la caméra pour voir. Voilà. Donc, je disais que notre vision, c'est faire de l'identifiant. Vous m'entendez bien? Hein? Allô? Allô? C'est bon, hein? Oui, on vous entend, monsieur. Très bien. Donc, faire de l'identifiant. Monsieur Chow, nous vous avons perdu. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Monsieur Chow, est-ce que vous nous entendez? Un pilier On central vous a dans la perdu. modernisation de l'action publique et un outil qui permettra de disposer de données consolidées, désagrégées et continuellement actualisées. Ensuite, de lever Monsieur Chow, il est très difficile de vous écouter et c'est dommage. Structurelle à l'inclusion. Allô? Allô? Monsieur Chow. Allô? Vous m'entendez bien? Connecté, je vais désactiver et me connecter à nouveau.
Oui, mais moi, je vous entends bien. Allez-y. OK. Donc, parlons des politiques inclusives. La politique d'inclusion radicale lancée en Sierra Leone en 21 a été intégrée au plan sectoriel d'éducation. Donc, Monsieur Doumbouya, pouvez-vous nous expliquer en quoi les résultats de la mise en œuvre de cette politique, tels qu'ils ressortent des reports de suivi d'évaluation de Sightsavers, contribuent au prochain cycle de planification de l'éducation en Sierra Leone? Monsieur Doumbouya, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jennifer. Le travail de suivi et d'évaluation de Sightsavers a joué un rôle déterminant dans l'élaboration du prochain cycle de planification de l'éducation dans le cadre du programme d'inclusion radicale. Le Sightsavers a été impliqué dès le départ pour le développement de cette politique et il y avait pas mal de travail qui a été fait par la suite. Premièrement, ces rapports fournissent des données crédibles et ventilées, en particulier concernant les enfants en situation de handicap. Je me souviens quand ce travail a été fait il y a plusieurs années, nous sommes allés dans les pays pour capturer toutes ces nuances des enfants en situation de handicap qui sont invisibles dans les systèmes de données nationaux. Et les études de Sightsavers jouent un rôle déterminant dans la conception des outils de collecte de données et des systèmes de gestion de données tels que le SIGE. Et cela a permis de mettre en évidence les lacunes en matière d'accès, de rétention et des résultats d'apprentissage, et donc apporter des solutions à ces lacunes. Deuxièmement, les conclusions du suivi et d'évaluation ont contribué à faire évoluer le débat. Passons de l'engagement politique aux réalités de la mise en œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? La politique d'éducation radicale et progressiste. Bien sûr, il y a quelques goulots d'étranglement pratiques qui ont été identifiés lorsque vous lisez les rapports. Un exemple, c'est selon le rapport, la préparation insuffisante des enseignants aux classes inclusives, les lacunes en matière d'aide technique et de matériel pédagogique, et la faiblesse des systèmes de détection précoce et d'orientation. Et un- une référence, c'était la capacité et la lacune de capacité et de communication entre les différents niveaux de gouvernement. Troisièmement, ces données ont directement alimenté la définition des priorités pour le prochain plan sectoriel qui est en cours, hein, et garantit que l'inclusion soit chiffrée, mesurable et intégrée dans les indicateurs sectoriels et non traitée comme un simple ajout. Quatrièmement, le suivi et l'évaluation de Sightsavers a soutenu l'intégration d'indicateurs d'inclusion dans les cadres nationaux de suivi, ainsi renforçant la responsabilité et le suivi des progrès au fil du temps. Enfin, ces informations ont permis une planification adaptative, permettant au gouvernement et aux partenaires d'affiner leur stratégie en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. En substance, le travail de Sightsavers a aidé la Sierra Leone à passer d'une intention à une planification inclusive fondée sur les données factuelles. Sightsavers et l'OILAN et leurs données probantes a vraiment rendu visibles les enfants dans les données nationales. Donc, il y avait l'alimentation des priorités pour le prochain cycle et a renforcé les cadres de suivi et d'évaluation et a soutenu une planification adaptative. C'est ainsi que nous passons d'un engagement à à une réalité qui est livrée sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Doumbouya. Encore très détaillé, beaucoup de contributions. Et maintenant, nous allons passer. L'IP UNESCO a beaucoup d'expérience dans la planification sectorielle intégrant le handicap. Comment est-ce que les leçons qui sont apprises
alimente la conception du soutien à l'avenir. Cette question est destinée à vous, Oswald. Nous souhaitons en fait vous entendre. Merci beaucoup, Jennifer. J'ai évoqué dans la présentation tout à l'heure 3 lacunes, à savoir des lacunes systémiques, des lacunes en matière de capacité, mais aussi surtout des lacunes en matière de gouvernance. Elles ont été clairement identifiées, mais ce diagnostic à lui tout seul n'est pas suffisant pour faire en sorte que des progrès dans la planification d'un secteur éducatif inclusif pour des situations, pour des personnes en situation de handicap soient effectivement ce qu'on souhaite. Et donc, l'IP UNESCO en Afrique va plus loin et se demande aujourd'hui pourquoi ces lacunes persistent malgré les décennies de support technique, d'assistance technique, de formation, de cadre et de travaux avec les différents pays. Donc, il est véritablement question aujourd'hui de s'intéresser à l'économie politique de l'exclusion en posant des questions telles que quelle voie manque à la table de planification. Nous défendons donc la participation active des organisations de personnes en situation de handicap en tant qu'acteurs clés influents sur les décisions de planification du secteur de l'éducation, car elles apportent effectivement des perspectives essentielles qui sont issues de leurs expériences, qui sont issues de leur vécu, et cela permet de renforcer la responsabilité de chaque étape du cycle de planification. C'est une approche qui a fait ses preuves et qui garantit que la planification du secteur de l'éducation et l'application inclusive évolue vers un processus beaucoup plus collaboratif qui reste encore une fois fondé sur des données factuelles dans lequel les organisations de personnes en situation de handicap, les ministères, la société civile, les instituts de recherche et pas que, les syndicats d'enseignants aussi, élaborent conjointement des politiques qui sont cohérentes, qui renforcent la responsabilité et intègrent des normes mesurables pour un changement durable à l'échelle du système éducatif. Thank you very much, Oswald. Thank you for reminding us that beyond Merci, Oswald. Merci de ce rappel qu'il faut non seulement identifier les lacunes, mais aussi se poser la question pourquoi est-ce que ces lacunes persistent et quelles sont les voies qui sont manquantes. Donc, nous devons vraiment nous diriger vers une planification plus collaborative et inclusive avec les organisations des personnes handicapées. Nous devons renforcer la responsabilité et aussi essayer de transformer le système. Et merci beaucoup. Donc là, je reviens vers M. Chao pour voir s'il a pu se connecter pour que nous puissions entendre sa réflexion sur les questions liées aux données. Notamment, sachez que le Sénégal est en train de planifier un outil, c'est un identifiant pour promouvoir les politiques inclusives. Donc, nous souhaitons savoir la vision du gouvernement. On va voir si M. Chao est de retour. Oui, je suis bien Monsieur de retour. Chao, vous êtes là? Voilà, très bien, je suis là. Donc, Très je bien. disais que c'est un pilier central de la modernisation de l'action publique. Ça ne se limite pas uniquement au niveau de l'éducation, ça va au niveau de la santé, tous les services sociaux. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'éducation. Donc, dans le domaine de l'éducation, ça nous permet de disposer de données consolidées, désagrégées et continuellement actualisées. Donc, chaque année, donc, on aura donc, des données qui sont actualisées grâce à la fiabilité, mais également l'unicité donc, de l'identifiant. Ensuite, ça permet de lever donc les contraintes structurelles liées à l'inclusion en facilitant l'accès donc aux services essentiels. Ensuite, ça permet de disposer, je l'ai dit, d'une identification plus exhaustive des personnes en situation de handicap. Une identification plus exhaustive des personnes en situation de handicap, encore insuffisamment captée avec autrefois, parce que, comme je l'ai dit, donc le plus souvent, qu'est-ce qui se passait? Au niveau du SIG, c'était tout simplement l'aspect quantitatif. Qu'est-ce qu'on faisait? Combien y a-t-il de handicapés au niveau de telle école, ou bien au niveau de telle académie, au niveau de tel IF, donc il y a tant de handicapés, personnes en situation de handicap, mais quand même, on ne connaissait pas la typologie, mais également le degré de handicap, ce qui pose un peu la question de l'inclusion. Mais avec l'identifiant unique,
vraiment, on parviendra donc à faire la typologie, donc individualiser donc la typologie, mais également le degré de handicap. Et donc, ça permettra ainsi de faire une allocation des ressources publiques plus efficiente et d'une manière beaucoup plus équitable. Donc, l'identifiant unique donc, incarne une ambition forte de l'État, celle de bâtir donc une gouvernance publique fondée sur la donnée, donc les données capables d'anticiper les besoins, de corriger donc les inégalités et de garantir en particulier donc les personnes en situation de handicap ne soient pas laissées en rade. Donc, que tout le monde soit pris en compte et que personne ne soit laissé en rade, notamment les personnes en situation de handicap qui étaient laissées en rade. Voilà donc un peu l'intérêt de l'identifiant unique au niveau du secteur de l'éducation. Donc, chaque élève, parce que avec l'identifiant unique, tout le personnel donc, est identifié, que ce soit les enseignants, que ce soit, disons, le personnel administratif, que ce soit les élèves, chaque individu a un identifiant. Et donc, ça permet de suivre l'élève depuis, disons, le préscolaire jusqu'au niveau de l'université. Et donc, si on connaît la typologie du handicap, est-ce que c'est moteur, est-ce que c'est auditif, est-ce que c'est verbotonal, mais également le degré, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est faible, etc. Vraiment, ça permettra donc aux autorités sénégalaises de voir quelles sont les pratiques pédagogiques. Monsieur Chow, just lost you Monsieur again, but Chow, we nous did. vous avons perdu, mais nous avons quand même entendu très clairement votre réponse. Donc, merci beaucoup de votre Quelles réponse. sont donc les Je suis ressources? ravi. Apparemment, c'est parti encore. Oui, mais nous avons entendu votre réponse. Donc, merci énormément. C'était très intéressant d'entendre la vision pour cet identifiant et nous voulons savoir comment vous allez déployer au sein du ministère de l'Éducation. Donc, nous attendons avec impatience davantage d'informations. Passons maintenant à la troisième partie sur les défis et ressources. Nous avons M. Doumbouya qui va intervenir et il va répondre à la question suivante. Quels sont les défis que vous avez rencontrés lorsque vous avez travaillé avec le ministère de l'Éducation pour intégrer le handicap dans la planification nationale et comment est-ce que Sightsavers a relevé ce défi? Merci beaucoup. Il est essentiel de collaborer avec le gouvernement sur la question de l'inclusion et l'inclusion est très importante, mais il y a des défis, comme indique la question 1, des principaux défis. En fait, les ministères doivent sont face à des priorités concurrentes. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre entre l'accès, la qualité, les infrastructures, les contraintes financières et ce qui peut faire passer l'inclusion des personnes en situation de handicap au second plan. Sightsavers a relevé ce défi en positionnant l'inclusion comme faisant partie intégrante, non comme un élément supplémentaire du renforcement du système, en démontrant que l'éducation inclusive améliore les résultats pour tous les apprenants. Un deuxième défi réside dans le manque de données sur le handicap. Sans données fiables, il est difficile de planifier, de budgétiser et d'établir des priorités de manière efficace. En réponse, Sightsavers a investi dans la collecte de données factuelles, les données ventilées par handicap et en garantissant ainsi que les décisions de planification sont éclairées et ciblées. Nous avons une équipe de recherche qui se penche sur les questions de données. Troisièmement, il existe souvent des lacunes en matière de capacité à des différents niveaux, des décideurs politiques aux responsables des districts et aux enseignants quant à la manière de mettre en œuvre l'inclusion dans la pratique. Sightsavers y remédie par
le biais d'un renforcement continu des capacités d'une assistance technique et l'élaboration d'outils pratiques et de lignes directrices. Quatrièmement, un autre défi réside dans la perception et la stigmatisation. Et c'est une réalité. Et cela peut influencer subtilement les décisions politiques et la planification. Pour y faire face, nous travaillons en étroite collaboration avec les OPD et les communautés. Veillons à ce que la voix des personnes handicapées soit entendue et influence les décisions. Ils sont en fait à la table. Par exemple, dans nos programmes Hollande, les OPD assistent à la réunion de suivi de façon régulière pour qu'ils puissent les sensibiliser autour de la question d'inclusion. Et Sightsavers, en fait, il peut y avoir de temps en temps les problèmes de coordination entre les parties prenantes. Sightsavers ainsi joue un rôle de coordination et en harmonisant les actions des partenaires, en soutenant le leadership gouvernemental et garantissant les cohérence des approches. L'investissement reste une barrière. Il faut travailler en partenariat et cela a beaucoup contribué à faire progresser de manière constante l'inclusion des personnes handicapées dans le processus national. En conclusion, je vous ai dit que les défis sont bel et bien réels, mais les approches de Sightsavers et des partenaires sont fondées sur le partenariat, les données factuelles, probantes et le renforcement des systèmes. Ceci a vraiment contribué à faire progresser l'inclusion. Merci beaucoup, Jennifer. Merci, Abdoulaye, pour votre réponse sur le travail de Sightsavers. Nous allons maintenant passer à la question suivante. C'est pour M. Chow. J'espère que la connexion est stable. Nous avons travaillé sur la conception du nouveau plan sectoriel. Vous avez travaillé là-dessus. Et quelles sont les étapes pour s'assurer l'intégration réussie du plan? Alors, quels sont les défis? Comment est-ce que vous allez surmonter les défis? Monsieur Chow, nous allons essayer de vous écouter. Vous avez la parole. Merci. Rapidement, donc, les défis ont été identifiés grâce à un diagnostic qui a été fait avec le RESEN, que M. Oswald connaît très bien, mais également le rapport d'évaluation de la phase 1 du paquet, mais également la stratégie nationale de transformation Sénégal 2050. Alors, nous avons identifié au moins 4 défis. Le premier, c'est l'identification précoce vraiment du handicap. Le diagnostic et le dépistage donc très précoce donc des enfants en situation de handicap. Et là, pour faire face, il y a des structures qui sont dédiées. Il s'agit par exemple de la DCMS, la division du contrôle médical scolaire, et il suffit tout simplement de mettre à la disposition de cette structure donc les moyens adéquats, que ce soit les personnes compétentes, mais également des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources humaines, donc vraiment compétentes pour pouvoir donc régler le problème. L'autre défi, c'est la typologie du handicap. Ça, je l'ai dit tout de suite, donc on ne connaissait pas le type de handicap auquel donc les enfants sont confrontés. Et donc, pour surmonter, nous avons commencé avec donc l'encadrement de l'IPE, et même il y a des formations, un renforcement des capacités qui est prévu avec Oswald, mais également monsieur, avec la composante 3 et la composante 4, donc pour renforcer donc les capacités de la division statistique et prospective, mais également les planificateurs au niveau des inspections d'académie et des inspections d'éducation de la formation. Donc ici, pour surmonter, il faut rendre donc le SIG inclusif. Et on a déjà démarré parce qu'on a distingué au moins 4 types, disons, de handicap. Et sur les 4 types de handicap, il faut également voir le degré et ça nous permettra vraiment, disons, de connaître la typologie. Garantir à chaque enfant une éducation, scolarisation ordinaire et des enseignements apprentissages pour la réussite indépendamment des situations de marginalisation, de vulnérabilité, y compris donc les problèmes de santé, etc. Et là, pour le faire, on a dégagé des stratégies. Il suffit que chaque programme
contextualise d'abord, fasse la planification, mais également fasse la mise en œuvre donc, de toutes les politiques qui sont contextualisées. Si cela est fait, ça permettra donc de surmonter vraiment le problème de déscolarisation des enfants, disons, en situation de handicap. L'autre, ce sont des ressources, disons, des ressources vraiment qui permettent de prendre en charge la question du handicap, la question de l'inclusion. Ce sont des ressources humaines, disons, de qualité. Ce sont des ressources financières, ce sont des ressources, disons, matérielles. Pour les ressources humaines, on a prévu un renforcement de capacité pour le personnel enseignant déjà qui est en service, mais également dans la formation initiale, donc des nouvelles recrues, donc prendre en charge la question de l'inclusion dans les CRFE, les centres régionaux de formation des personnes d'éducation. Ensuite, trouver donc des ressources financières, mais également essayer de trouver des ressources matérielles suffisantes. Donc, ce sont vraiment les défis auxquels nous sommes confrontés et quelques stratégies pour les prendre en charge. Merci beaucoup, Monsieur Chao. On vous a bien entendu, Merci. il n'y avait pas de problème de son. Donc, on vous remercie pour vos réponses et vos réflexions. Sorry, I'm speaking in French, moving back into... Désolé, je parle en français. Je vais parler en anglais. Donc, cette question est pour Oswald, qui est de la perspective de l'IPE. Quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour monter en échelle ce travail, surtout en vue de l'objectif de 2030? Oswald, vous avez en fait l'un des la principaux parole. atouts pour la réussite de la planification sectorielle de l'éducation inclusive des personnes en situation de handicap réside vraiment dans une approche intersectorielle. Attention, il ne faut pas confondre ça avec l'approche intersectionnelle qui porte plutôt sur les personnes, les égalités sociales, avec comme idée centrale que les désavantages ne s'additionnent pas simplement, mais qu'elles se croisent et se renforcent. Alors que ici, l'approche intersectorielle dont je parle porte plutôt sur le secteur de l'action publique, avec comme idée centrale que les problèmes complexes, tels que l'inclusion, ne peuvent pas être résolus par un seul secteur. Donc, je veux donc défendre l'idée que la réussite de la planification pour l'inclusion dépend de plusieurs autres acteurs. Et cela inclut des ministères compétents, tels que le ministère de la Santé, le ministère en charge des services de nutrition, de la santé mentale, de réadaptation et de soins ophtalmologiques, les ministères en charge des affaires sociales plus généralement, qui jouent un rôle clé dans la protection sociale et les personnes et les services aux personnes en situation de handicap. On peut aussi citer le ministère des Infrastructures, qui veille à l'accessibilité physique et à la sécurité des accès aux écoles, ainsi de suite. Lorsque tous ces acteurs travaillent ensemble pour compléter les efforts du ministère de l'Éducation, la planification sectorielle de l'éducation inclusive devient à la fois réalisable et durable. Donc, ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire la coordination institutionnelle. Outre cette coordination institutionnelle, et comme l'a également mentionné M. Thiao, les ressources humaines qualifiées constituent une ressource essentielle pour la mise à l'échelle. Il y a un cadre de compétences de l'IPE que vous connaissez ici, en tout cas, auquel tu as fait référence tout à l'heure, Jennifer, qui souligne l'importance des compétences techniques, relationnelles et stratégiques pour une planification et une gestion efficace du secteur de l'éducation. Ce cadre de compétences affoliblement structuré pour renforcer la capacité des planificateurs à concevoir et à mettre en œuvre des politiques inclusives et axées sur l'équité, ce qui constitue un instrument clé dans le travail de renforcement des capacités de l'IPE. Au-delà des compétences individuelles, il y a aussi le renforcement des capacités institutionnelles qui est essentiel. Et cela implique d'ancrer des pratiques de planification inclusive au sein des ministères pour améliorer les mécanismes de coordination et de veille afin que les systèmes de données et les processus de planification intègrent systématiquement les considérations relatives à la question du handicap et de l'équité. Donc, en résumé, la mise à l'échelle de la planification du secteur de l'éducation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap n'est pas simplement un exercice technique. C'est d'abord un impératif moral, un impératif stratégique, si les pays veulent atteindre des objectifs internationaux et en particulier
à l'horizon de 2030. Il y a bien évidemment la question des ressources financières. Le capital humain qualifié, les capacités institutionnelles en sont le fondement. Mais leur impact dépend véritablement d'une collaboration intersectorielle et d'un engagement politique fort. Et dans le cadre de cet effort-là, justement, l'II peut jouer un rôle central, à la fois en tant que catalyseur, mais aussi en tant qu'acteur du renforcement des capacités. Grâce à son cadre de compétences, à ses programmes de formation, à son programme de soutien technique, l'II peut dote différents planificateurs dans les institutions, dote aussi les institutions des compétences et des outils nécessaires pour intégrer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les systèmes éducatifs, et cela est réellement important. Donc, en favorisant la collaboration entre les ministères, en renforçant les systèmes de données et en guidant la conception des politiques inclusives, l'II peut veiller véritablement à ce que le gouvernement ne travaille pas en vase clos, mais qu'il soit soutenu par une expertise internationale et un apprentissage partagé. La voie vers 2030 et au-delà, c'est ce qu'on souhaite, exige non seulement des investissements, mais aussi une vision, c'est-à-dire une détermination collective à transformer le système éducatif en moteur d'équité, un moteur de résilience et une opportunité pour tous. Et avec le soutien de l'IPE et de ses bailleurs de fonds, tels que la coopération italienne, les pays peuvent désormais dépasser des initiatives fragmentées pour s'engager vers un changement systémique et durable, garantissant que tous les enfants, quelle que soit leur capacité, aient accès à une éducation équitable, inclusive et de qualité. Merci. Thank you very much, Oswald. Merci beaucoup. Je suis ravi de voir l'accent qui est mis sur l'approche intersectorielle, pardon, pour l'inclusion. Et nous attendons de savoir un peu plus sur ces approches. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette table ronde. Nous avons cumulé du retard, mais tout d'abord, permettez-moi de remercier les trois panélistes. Permettez-moi également de faire un petit résumé des idées principales qui ont dégagé. Beaucoup a été dit, c'est pas du tout un résumé exhaustif. Au Sénégal, à la Sierra Leone et dans le programme de l'Afrique de l'Ouest, nous avons vraiment appris vers une bascule favorisant une approche systémique basée sur les données probantes. Au Sénégal, cela est reflété dans le programme sectoriel où l'inclusion est intégrée à travers les stratégies transversales et il y a des efforts pour renforcer les systèmes de données. Nous avons entendu parler d'identifiants uniques et les mécanismes ciblés de financement. À la Sierra Leone, les ONG comme le Site Savers jouent un rôle déterminant dans ce processus en soutenant la génération des données désagrégées à travers le suivi et l'évaluation. Ils renforcent le système éducatif, les systèmes de données et aide à la traduction des réalités dans les 8 pays et dans le programme régionaux. Ces efforts sont en fait renforcés par le développement de capacités, l'apprentissage par les pairs et le soutien technique qui réunissent les 8 gouvernements, non seulement les gouvernements, mais aussi la société civile, les organisations non gouvernementales et les organisations des personnes handicapées. Donc, le message général qui est la suivante. Nous allons progresser en fait sur l'inclusion lorsque nous combinons les données et les systèmes de planification et lorsqu'il y a un investissement pérenne et quand on passera d'une intention à la mise en œuvre, garantissons une mise en échelle. Passons maintenant à la dernière partie de notre webinaire. Nous avons un tout petit peu de retard et nous invitons nos participants de partout dans le monde de partager leurs questions dans le chat. Donc, nous allons recueillir ces questions. Nous allons présenter ces questions à nos panélistes. Nous avons déjà reçu des questions de Malawi et de Madagascar. Donc, merci également de signaler votre prénom, votre nom et votre pays pour que cette question pourrait être vous attribuée. Donc, on va maintenant aller vers le document partagé pour voir les questions qui ont été posées.
Donc, la première question ici, c'est la suivante. C'est pour Oswald, ce Aditi Prasad, qui est à l'Université de Stockholm. Quel est le calendrier de ces consultations pour les gouvernements, de l'analyse sectorielle au suivi? On a vraiment l'impression que c'est une tâche interminable. Oswald, vous avez la parole. Une French or in English? Je pense en français. Alors, on a des expériences très diverses de soutien au pays. Ça dépend premièrement de la disponibilité des données. Ça dépend aussi de comment on arrive comme il faut à travailler avec les équipes nationales. Donc, la disponibilité d'une équipe nationale, ce sont là deux éléments qui sont extrêmement importants dans les appuis qu'on apporte au pays. On a connu des pays où, de l'analyse sectorielle à la finalisation du plan, on a passé plus d'une année, alors que dans d'autres, on a tout plié en 8 mois. Donc, véritablement, les expériences sont diverses. Ça dépend aussi et surtout, de mon point de vue, de comment les ministères sont structurés et de la volonté politique qui accompagne finalement l'exercice qui est développé. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un calendrier unique. Ça dépend de la profondeur qu'on veut accorder à l'analyse sectorielle. Traditionnellement, on suggère de faire une analyse sectorielle qui va alimenter les autres étapes. Donc, on n'a pas forcément besoin de développer une analyse sectorielle qui est très, 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 très volumineuse. Et une fois qu'on a tous ces éléments, on a des indicateurs de base, on peut aller vers une étape de conception des politiques et une étape ultérieure de planification. Cela dit, les pays veulent quand même avoir des dossiers sectoriels costauds, volumineux. Et en ce moment, on prend beaucoup plus de temps. Donc, ça dépend véritablement du choix du pays et des conditions locales. Disponibilité de données de qualité, disponibilité d'une équipe nationale. Il n'y a pas de calendrier unique pour appuyer les différents pays. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Oswald, pour votre réponse. Nous passons à la question suivante qui nous a été posée par Albin Diawsara du Madagascar. Comment pouvons-nous accroître l'implication des personnes en situation de handicap dans la prise de décision? Cette question est posée à Monsieur Doumbouya. Donc, comment pouvons-nous accroître l'implication des personnes en situation de handicap dans la prise de décision en matière d'éducation? Quelles sont vos idées en la matière, Monsieur Doumbouya? Bien, merci. Je pense que c'est ce que nous avons fait en Sierra Leone de nombreuses façons à travers le programme Leolan et notre travail également avec des organisations qui travaillent sur le handicap et qui sont conduites par des personnes en situation de handicap. Donc, en leur montrant qu'ils font partie de la prise de décision aux réunions sur les performances et le suivi, et ils soulèvent donc les problèmes concernant les enfants et les apprenants en situation de handicap. Ils sont à même de discuter de ces questions et nous avons renforcé ce système pour que ces personnes en situation de handicap viennent avec des points, non pas un point de vue unifié, mais qu'ils nous parlent de problèmes liés à l'inclusion dans les districts, et le directeur des districts vient avec eux quelquefois au niveau national. Nous avons également le bureau des besoins spéciaux et donc ils sont à même de discuter de ces points avec eux et d'entendre les décisions. Donc lorsque ces réunions d'éducation de district se tiennent, il y a des points de l'agenda qui portent sur le handicap et cela fait partie de l'ordre du jour de ces réunions. Il y a eu beaucoup de travail de fait pour s'assurer que non seulement nous renforçons les capacités, mais que nous leur permettons également à ces personnes en situation de handicap de participer à ces réunions. Et deuxièmement, au niveau national,
J'ai parlé, comme vous le savez, des stigmates et de la perception. Nous avons pu, au niveau national, éliminer ce sentiment de stigmatisation et les gens en situation de handicap peuvent s'asseoir à côté des ministres, à côté des directeurs au niveau national et parler de ces problèmes. Et ils font également partie du Legoland et en tant que directeur du centre, ils ont donc un siège au comité directeur où ils discutent de questions d'ordre stratégique. Donc, de manière générale, il y a eu beaucoup de travail de fait pour s'assurer que tout le leadership donc, soit d'accord avec cela et achète cela, si je puis le dire. Merci, Monsieur Doumbaya, pour vos réflexions. Cela nous amène à la dernière question, car nous sommes en retard. Toutes nos excuses pour ce retard, mais cette dernière question est pour Monsieur Chao. Notez que les autres questions qui ont été posées dans le chat, nous y répondrons sur la plateforme. Donc, restez avec nous. Nous passons maintenant à la dernière question de cette session. Quels sont les risques si l'inclusion n'est pas budgétée dès le début? Bien, cette question était posée par Taïrou Bari du Mari. Monsieur Chao, quels sont les risques si l'inclusion n'est pas bien budgétée et complètement budgétée dès le départ? Merci. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Très Merci. bien. Donc, vous savez, We lost you again, on Mr. ne Chao. peut pas Nous sans avons autant reperdu, commencer Monsieur par une Chao. bonne planification. Nous vous avons perdu. Monsieur Chao, nous avons des problèmes à vous entendre. Allô? Monsieur Chao, nous avons des problèmes à vous Allô? entendre. Allô? Nous ne vous entendons pas bien. Bonne planification. Et si on parle de planification, Donc, désolé. Je pense que nous allons arrêter là, Monsieur Chao, parce que c'est vraiment très difficile de vous entendre en raison de la connexion Internet. J'espère que vous m'entendez. Nous allons poursuivre avec le reste du programme. Donc, merci beaucoup, mais malheureusement, la connexion allô, oui. n'est pas bonne du tout. Allô? Allô? Non, je vous entends, je vous entends. Mais on va arrêter là. Je vous entends bien. Bien, tout d'abord, maintenant, je voudrais remercier les 3 panélistes et toutes mes excuses pour avoir réduit cette séance questions-réponses, mais malheureusement, en raison de problèmes internet, nous avons du retard. Je passe la parole à Sylvia pour la planification et le problème d'inclusion. Sylvia, over to you. Oui, Sylvia, la parole est à Merci vous. beaucoup, Jennifer, et aussi Osval, Monsieur Chao, Monsieur Doumbouya, ainsi qu'à tous les participants qui ont vraiment enrichi les échanges. Les questions que vous avez posées sont beaucoup. Nous allons répondre à toutes les questions. Vous trouverez toutes les réponses et toute la documentation du webinaire avec encore plus de ressources sur la plateforme de la COP-DIESP, notre communauté de pratique. Vous avez vu dans le chat le lien pour vous inscrire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous attendons très nombreux. Nous sommes déjà à 251 membres de 73 pays. Donc, l'échange est très, très riche. Une fois de plus, encore un très, très grand merci à chacun de vous. Et au nom aussi de notre chef de l'IPE UNESCO en Afrique, nous souhaitons vous exprimer notre satisfaction pour votre engagement pour la promotion de l'éducation inclusive. À très bientôt pour les prochains événements et surtout sur la plateforme de la COP DIESP. À bientôt. Merci. Merci, au revoir, à bientôt. Merci à tout le monde. Thank you very much to everybody. Bye. Merci à tous. Merci, chers collègues. Merci.